en Ukraine en 24 heures, beaucoup de déclarations, beaucoup de un one-man show qui finalement le rattrape très vite, très tôt. Alors, qu'en sera-t-il du cas vénézuélien? Non, il n'y a rien de particulier là-dedans. Une analyse géopolitique sérieuse suffit à exposer et à montrer les marges de manœuvre qu'a l'impérialisme américain dans le monde aujourd'hui. À partir de là, on s'en fout des gesticulations de M. Donald Trump. Ce n'est pas avec les gesticulations qu'on règle les limites que désormais l'impérialisme américain a affronté. Le monde a changé. Elle n'est plus la première puissance mondiale, en rien du tout. Sur le plan militaire, elle n'est plus. Sur le plan économique, elle n'est plus. Elle gère une rentrée technologique, mais qui disparaît comme un feu de paille au fur et à mesure que les Chinois, tous les jours qui passent, montrent qu'ils les ont rattrapés depuis très longtemps. Donc, de ce point de vue, il fait plus... vraiment, c'est un cirque et qui bientôt ne pourra plus tenir parce que tout le monde sait désormais que bon, il fait du bruit et il ne fait rien. Parce qu'il n'a pas les capacités de faire. Déployer les navires américains au large du Venezuela, ça fait sourire. Jonathan vous a dit, Maduro oppose à 4 000 soldats américains 4 millions de volontaires vénézuéliens. 500 millions, disons 4 millions, 5 millions de Vénézuéliens. Vous faites comment devant une telle démonstration de force? Deuxièmement, le Venezuela a des alliances géopolitiques solides qui font que ce que on n'a pas réussi à son premier mandat, il est encore très mal placé pour le réussir à ce deuxième mandat parce que Maduro est plus fort qu'avant. L'affaire est très simple, il faut comprendre. Le Venezuela est très riche en pétrole, il a des réserves pétrolières supérieures à celles de l'Arabie Saoudite. De ce point de vue, il peut peser sur le prix de l'énergie pétrolière. Trump a besoin, de manière urgente, que ces prix baissent pour réussir son programme économique aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il espère par son théâtre et son agitation séparer, c'est-à-dire faire pression sur le Venezuela pour que le Venezuela revienne dans le giron américain comme c'était le cas à l'indépendance de ce pays. Il faut rappeler que dès les années 70, le Venezuela a une richesse pétrolière extraordinaire. Il produit 3 millions de barils de pétrole par jour sous le contrôle des Américains et des cartels internationaux, Chevron, Texaco, etc. Et ça appartenait évidemment aux Américains et les milliardaires qui se partageaient ça. Arrive Chavez au pouvoir qui remet sur la scène historique le processus bolivarien. Bolivarien, ça renvoie à celui que vous connaissez, Simon Bolivar, le père des indépendances des pays d'Amérique latine. Bolivar, qui est vénézuélien, il faut le rappeler. Donc Chavez remet en place ce processus. Et qui a bénéficié du soutien d'Haïti? Haïti, bien sûr, tout ça l'ouverture, c'est tout à fait. D'ailleurs, ils ont la même synthèse révolutionnaire, les Lumières, la Révolution française, la Révolution américaine, ils vont faire une synthèse pour adapter ça à leurs enjeux. C'est un peu ça. Donc, il faut dire que Bolivar est un enfant d'une riche famille à l'époque, déjà. Une riche famille. Donc, il avait la possibilité d'étudier. C'est important de rappeler ça. Il va faire ce que nous appelons dans le jargon révolutionnaire régner sa classe et embrasser la cause du peuple. Alors Chavez va faire même base sur le pétrole et il va faire du pétrole un enjeu de masse populaire. C'est-à-dire que l'argent du pétrole sert à améliorer les conditions de vie de la population, à élever son standard de vie. Il va favoriser l'accès au logement à près de 900 000 Vénézuéliens, ce qui était impossible avant. Il va permettre à ce que les classes populaires pauvres puissent envoyer les enfants à l'université. Il y a donc une révolution dans la structure sociale du Venezuela qu'on doit à Hugo Chavez. Quand il quitte le pouvoir, qu'il sent qu'il est menacé par les Américains, on sait aujourd'hui qu'il a été probablement assassiné, il laisse le pouvoir à son vice-président qui s'appelle Nicolas Maduro. Monsieur Maduro dit « Je continue le processus bolivarien ». Je voudrais rappeler qu'une des grandes idées fondamentales du bolivarisme, c'est l'unité des États de l'Amérique latine. Et cette unité est dirigée contre l'impérialisme américain. Il faut bien comprendre l'enjeu, c'est ça le problème. Donc Chavez avait reconstitué ça, c'est l'alliance, comment j'appelais ça des États, c'est l'alliance quoi? Non, c'est autre chose. Mercosur, c'est brésilien, c'est américain, c'est un marché américano-brésilien. C'est ça que Lula a souvent des positions bizarres. Sur le Venezuela, il faut voir la position de Lula. Sa position n'est pas sérieuse. Alors qu'il aurait dû être un frère. Sa position n'est pas sérieuse, c'est pas le fait du hasard. C'est pour ça que moi je me suis toujours méfié de Lula. J'aime bien son parcours, fils de pauvre qui parle de rien, syndicaliste qui devient président, j'aime bien ça. Mais comme la structure économique du Brésil est complexe, je dis tout ça aux gens, il faut faire attention avec le Brésil. Donc, dans cette affaire, je pense que c'était l'ALBA. Je crois que c'est l'ALBA. L'ALBA, l'Alliance
je pense que c'est l'Alba que Chavez a mis sur pied, qui était question de réhabiliter le rêve de l'unité bolivarienne, qui est au cœur du bolivarisme. L'Amérique a compris que si les richesses du Venezuela, ces alliances géopolitiques sont mises au service de la restauration du projet bolivarien, mais c'est fini pour l'impérialisme yankee. C'est ça le problème du Venezuela, c'est pas autre chose. M. Trump veut ramener le Venezuela dans le giron américain parce que s'il a le pétrole vénézuélien, il a un levier pour peser sur le prix du pétrole dans le cadre de l'OPEP. Et deuxièmement, il a un point d'équilibre par rapport à sa dépendance à l'Arabie Saoudite. C'est l'Alba, c'est l'Alba. Très bien. Voilà, c'est ça, c'est l'Alba. C'est pas le Mercosur, il faut laisser les histoires de Mercosur, là, c'est n'importe quoi. Bon. Donc, c'est ça le problème. Parce qu'il y a ce problème. Vous rappelez, Biden est allé voir le prince saoudien, là, les Allemands. Oui, vous avez la réponse des Allemands, vous vous souvenez? Il a dit aux Allemands, aide-nous à baisser plus peut-être. Il a dit, va te faire foutre. C'était possible ça avant. Vous voyez que c'était un problème. Même Trump n'arrive plus à gérer ça parce que, voilà, tout ça, ça ne marche pas. Il a même il a dit à l'Inde lui a dit, va te faire balader, tu parles à qui fout le camp. On va manger. Donc, c'est un problème sérieux. Il faut comprendre que la lutte pour la domination mondiale, dans le cadre actuel, dépend aussi de la capacité à mobiliser les matières, les terres rares. C'est un enjeu majeur, déterminant dans la construction d'une puissance, de l'intelligence artificielle, etc., qui est un enjeu majeur pour cette puissance-là. La Russie n'a aucun problème. Dieu a béni ce pays, il est extrêmement riche, et il continue de s'enrichir. Il va prendre en Ukraine les parties les plus riches de l'Ukraine. Il va s'enrichir de plus en plus et il pèse par exemple, dans le PEP. Oui, c'est ça le problème. C'est ça l'enjeu. Hein? C'est ça l'enjeu. Donc, on doit dénoncer les méthodes voyous dans la pure tradition de la criminalité yankees. C'est-à-dire un chef d'État se lève un matin et décide de mettre un prix 50 millions sur la tête d'un chef d'État en plein 21e siècle. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est un Américain. Les Américains sont des sauvages. Je m'excuse, hein. Les dirigeants américains sont des sauvages. M. Donald Trump, quand il parle de l'esprit de fournier américain, il parle de quoi? De la sauvagerie américaine, extermination des Indiens, etc. Voilà, c'est ça, le Far West. Là, on est dans la prolongation du Far West. Quand on parlait du Canada, Jonathan, je ne sais pas si c'est Belek, c'est quoi? Mais c'est le Far West. C'est le Far West. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai besoin de vos matières premières, si vous êtes un prolongement de ma frontière, ça devient le Far West. Voilà, Trump dit aux Canadiens, mais écoutez, moi je vais vous annexer, venez, on s'entend. Il dit au Groenland, écoute, vous coûtez combien? Je suis prêt à vous acheter. Des trucs comme ça, vraiment, c'est une indécence extraordinaire en plein 21e siècle. Quel homme parle comme ça d'autres nations? Mais ça, c'est la mentalité typique américaine. On a tendance à l'oublier. Donc nous apportons notre soutien total au président Maduro, au Venezuela. D'ailleurs, c'est un vieux combat que je mène depuis des années. Hein. J'ai toujours soutenu le Venezuela depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, et j'ai dit que Maduro ne tombera pas. J'ai dit que le Venezuela ne tombera pas. Donc le Yankee américain là, il peut s'acheter, c'est son problème. Si ça le dérange, il rentre en Écosse, là où il est né. Le Venezuela, je suis désolé, le Venezuela c'est pas l'Amérique, le Venezuela ce n'est pas le marché-pied des États-Unis. Ce qui s'est passé est inadmissible. On nous a fabriqué un faux opposant, comme le genre qu'on a en Afrique, un vaurien. Je ne peux même pas appeler le nom de ce vaurien ici. C'est un vaurien. Hein? Ça dit, mais il est perdu, comme tous les traîtres. Il est perdu comme tous les traîtres. On a confisqué l'argent du Venezuela, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas remis. Je vous rappelle ça. L'Amérique a confisqué les avoirs du Venezuela. Vous vous rendez compte? Elle a confisqué, etc. Donc, on est dans une guerre de libération qui oppose un pays du Sud global, à l'impérialisme yankee. Donc, nous ne pouvons que soutenir le Venezuela. Merci à vous, très cher Monsieur Prêt.